Des mots pour soigner les mots, des rêves plein les yeux, des rêves de la tête aux cieux. Elle voulait être Miss Univers parce qu'elle se trouvait belle. Elle se voyait celle que la nature avait choisie pour compléter les autres. Merveille de la terre. Mais d'un seul geste, il a réussi à faire taire ses rêves. Lui aussi, il nous a dit qu'il se voyait, partout dans le monde, à donner des sourires, de l'amour aux gens. Mais d'un seul geste, il a réussi à vider tous ses rêves. J'ai subi un viol à l'âge de 13 ans lorsque j'habitais chez ma grand-mère. C'était mon voisin, c'était pas quelqu'un de ma famille. Dans ce Damo, c'est une personne qui était beaucoup trop appréciée par tout le monde, comme toujours, comme la plupart des violeurs, on va dire. Et du coup, ce qui a fait que ça s'est passé, certes, parfois il rentrait dans ma chambre, etc. Sauf que tout le monde normalisait ça, tout le monde pensait qu'il rentre dans la chambre de tout le monde et c'est pas comme s'il va faire quelque chose de mal. Derrière le sourire, l'homme parfait, l'homme qui donnait d'argent à tout le monde, l'homme bienveillant. Personne n'a voulu chercher ce qu'il y avait derrière. C'est plutôt mon côté comment on peut le dire ça, mon côté plutôt sociable, mon côté plutôt j'aime bien découvrir, j'aime pas me laisser faire, etc. qui a fait qu'après au bout d'un moment je me suis dit petite, je pense qu'il est temps que tu ouvres ta petite bouche et que tu dises la vérité même si c'était très compliqué, je l'ai fait. Le gros problème à Maïd, c'est quoi? C'est que nous sommes en terre musulmane. Voilà. Et en terre musulmane, donc la chape de l'enfer, donc il est en permanence au-dessus de toi. Tout ce que tu vas faire contre les parents, etc., on va te menacer que, attention, tu fais ça, donc tu iras en enfer. Il y a 3 formes de lois que j'ai constatées, entre guillemets, sur le territoire. La loi de la République qui régit l'ensemble du département et des personnes qui s'y trouvent, le droit local, le droit coutumier, et dans chaque famille, une loi, un règlement. Cette loi, cette réglementation vient vraiment au détriment de l'accompagnement de la petite victime qui a besoin du soutien de la cellule familiale. Certaines d'entre elles sont même exclues du cercle familial parce que tout simplement elles ont osé en parler, elles ont osé dire tout simplement qu'elles sont victimes de violences sexuelles. Au moment où elles révèlent cette parole-là, la parole elle vient éclater la cellule familiale et voilà, avec l'exclusion de ces mineurs. Il ne faut pas parler parce que l'expression ici, c'est qu'on dit c'est-à-dire que tu veux briser mon mariage. Certes, tu as un problème, mais si tu viens dire donc à la population que bon voilà, c'est mon mari qui t'a fait ça, c'est toute la famille qui va être indexée. Choqué, tétanisé, traumatisé, abîmé et meurtri avec un seul espoir. Espérer que tout ceci ne soit qu'un mauvais rêve. Dans une nuit totalement blanche, un tourbillon cérébral et émotionnel s'installe pour longtemps. Il faut le dire, ici, le temps s'est arrêté. Invité par la force à répondre à des questions paranormales. Finalement, qu'est-ce que la vie? Quels paramètres n'ai-je pas fait attention? Qui suis-je et lui? Qui est-il vraiment? Un océan de questions sans réponse et c'est déjà demain. Les étoiles s'effacent, le jour se lève et le soleil cède sa place à une autre nuit en plein jour. Ces mots commencent à résonner, à vibrer dans ma tête. Laisse-toi faire, ne dis à personne ce qui s'est passé. On peut devenir fou et se foutre en l'air, c'est la réalité des victimes qui n'ont pas parlé, quoi. J'ai été victime tout petit, à l'âge de 5 ans, d'une agression sexuelle par un membre de ma famille, un viol, plusieurs viols d'ailleurs, puisque ça a duré 2 ans. Je suis resté de mes 5 ans jusqu'à l'âge de 43 ans sans parler, enfermé dans cette souffrance. J'y ai pensé tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, j'ai eu les images. Tous les jours de ma vie, j'ai souffert de ça, de ce malaise, de cette envie de vomir, de ces cauchemars. Et rapidement, je suis tombé dans des excès de psychotropes, d'alcool, de toutes sortes de paradis artificiels dans lesquels je me suis évadé pendant plusieurs décennies.
qui m'ont fait plus de mal qu'autre chose, qui me faisaient du bien sur le coup, mais qui m'ont enfermé dans une douleur encore pire. C'est un fait très très grave qui vient heurter la personne. La personne, elle peut vraiment être déconnectée au niveau du cerveau. Des fois, ils font même des amnésies, c'est-à-dire qu'il se passe plusieurs années avant qu'elles se rendent compte qu'elles ont été violées, qu'elles ont été victimes de sévices sexuels ou de violences abominables. J'arrive sur un toit, je me demande mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, c'est quoi cette vie? Déjà, est-ce que c'est une vie qu'on peut mener? Enfin, je comprends pas. J'ai voulu sauter, donc c'est une amie qui était au téléphone avec moi qui me dit arrête, ne fais pas ça, mais j'étais vraiment à deux doigts de sauter du toit sans vraiment me soucier de ce qui se passe. Un jour, j'ai pris vraiment tous les cachets en même temps, je les ai pris et du coup j'avais la tête qui tournait, mais vraiment j'étais pas bien du tout. Donc, tout ça parce que je me disais si je prends ça, au moins j'aurai pas une mort douloureuse, ça sera rapide et personne ne sera au courant de rien. C'était des moments où je me sentais tellement seule, je me sentais vraiment, j'avais l'impression comme si j'avais pas ma place dans ce monde, c'est-à-dire j'étais un peu trop de trop, j'avais plutôt cette envie de me tuer. Un jour je me suis attachée sur un lit, je voulais me tuer avec un truc, mais j'ai pas réussi, je sais pas, j'étais trop près du sol, donc heureusement ça n'a pas fonctionné. C'était tellement douloureux que moi, je sais pas, je me disais mais pourquoi ça fonctionne pas? Enfin, pourquoi Dieu il insiste tellement à ce que je reste dans cette vie qui n'a même pas de sens? Pour le public que j'ai accompagné, avec une vie qui est complètement détruite, une vie qui est complètement bouleversée, c'est-à-dire que même avec un accompagnement psychologique, voire même psychiatrique avec des médicaments, c'est compliqué qu'une personne s'en remette. Pour les quelques personnes qui arrivent à le dire, nous sommes là. Nous sommes là avec elles, pour amplifier leurs témoignages, pour les aider à soigner leurs mots, les mots du corps, les mots de l'âme, âme touchée, âme blessée, condamnée, prisonnière. Nous sommes là. Nous sommes là avec elles. Nous ne sommes ni juges, ni police, ni toubib, ni gendarmes. Mais notre unique arme reste les mots. J'en pouvais plus, j'étais en train d'étouffer de mal-être et je sentais que j'aurais fait une connerie si... Je pensais vraiment, moi c'est mes enfants qui m'ont sauvé, leur existence. Je me disais qu'un jour ou l'autre, si je ne parlais pas, mes enfants partis de la maison, je devenais potentiellement en danger. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait, entre autres, dire qu'il fallait que je parle, quoi. En parler, c'est un premier pas vers la guérison. C'est un pas vers la prise de conscience, conscientiser cet acte violent, savoir qu'il y a un accompagnement, savoir qu'on peut aller faire des démarches judiciaires, mais aussi savoir comment vivre avec, c'est commencer sa résilience. Donc en parler, c'est un bon début pour guérir, pour aller mieux et pour se faire aider. Le mineur peut arriver seul. Dans ce cas-là, l'entretien va se faire seul avec le mineur parce qu'on est autorisé à le faire. Si l'enfant est accompagné d'un responsable légal ou un responsable de fait, on reçoit les personnes en deux temps. C'est-à-dire je vais recevoir dans un temps global le mineur avec le responsable à côté pour informer tout simplement sur l'objet de l'entretien et comment on va l'accompagner et pourquoi on est là. Et puis, à un moment donné, je vais demander l'autorisation responsable légale, tout simplement, de pouvoir m'entretenir seul avec la victime. On se rend compte que quand on est seul avec la victime, elle se confie un peu plus et en précisant bien que cet entretien avec le mineur seul est soumis à confidentialité. Une victime est prise en charge d'abord par les médecins, parce que c'est là où il faut la soigner. Et ensuite, soit vous venez d'ailleurs, ou soit on se déplace. Parce que parfois on se déplace, on va chercher cette victime, pour justement lui dire, on est là à vos côtés. Nous sommes 4 dans notre unité, à la Maison de protection des familles, à être formés audition mineure. Et ça nous permet à nous, en tout cas quand on va voir ces victimes, quand on va voir ces personnes, de pouvoir dire aux mineurs, avec nous ça va bien se passer. Voilà. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Notre but à nous, c'est de t'emmener nous à soit te sortir de là où tu te trouves parce que c'est dangereux pour toi, soit
Et surtout après aller dire à la personne qui t'a fait du mal que ce qu'il a fait ce n'est pas bien. Et après c'est au niveau de la justice que ça va se décider. Des mots pour soigner les mots. Quoi qu'il en coûte, nous sommes là. Nous sommes là avec elle, pour aider, pour que chaque être humain, sur Terre, soit au courant de ce crime, pour que chaque âme ayant subi ce genre de viol puisse parler, parce qu'à ce jour, nous n'avons rien d'autre que des mots pour soigner ces mots. Des mots pour soigner les mots. Plus on va porter plainte, plus on va dénoncer, plus on va neutraliser des auteurs, on va pouvoir les traduire en justice, les enfermer s'il le faut, mais en tout cas apporter une réponse judiciaire. Parce qu'un auteur qui n'est pas traduit en justice dès le premier fait, c'est quelqu'un qui va récidiver encore et encore, encore et encore. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour aider peut-être les gens à ne pas faire l'erreur qui a été la mienne durant toute ma vie, à savoir de ne pas parler. J'ai eu ce côté peut-être lâche, courageux d'un côté de supporter ça toute ma vie et lâche de laisser ce prédateur en liberté, de ne pas savoir si d'autres avaient subi, si mes frères avaient été agressés. Voilà, je ne l'ai jamais su pendant des années, j'ai vécu avec ça. Ça commence toujours par un geste, une main à un endroit qu'il ne faudrait pas, les endroits intimes définis par la famille. Ça peut être les seins, les cuisses, un bisou ou tout acte que vous n'avez pas voulu et qu'on vous a forcé à faire. Commencez déjà à en parler avant que ça n'aille plus loin. Et si c'est très difficile, si vous ne savez pas à qui en parler dans la famille, parlez-en à vos professeurs, à l'assistante sociale, au psychologue de votre établissement, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent vous écouter. Il ne se passe pas une semaine quand je suis en accueil sans que je reçoive une mineure victime de violences, surtout de violences sexuelles. De plus en plus aussi, les professionnels, que ce soit dans les écoles ou dans les milieux associatifs, aussi s'entendent tous ensemble pour que ces enfants puissent s'exprimer et puissent exprimer leur mal-être avec des mots, alors MOTS, mais surtout avec leurs mots MAUX. C'est ça qui est le plus important pour une victime, c'est sa prise en charge. Donc je pense que la libération de la parole se fait aussi par cette prise en charge qui est faite pour les victimes. Aujourd'hui, elles se sentent soutenues. Pour moi, donc, je n'ai pas un sujet tabou. Moi, je pense qu'il faut donc parler de tout. Parce que nous sommes amenés donc, vers une autre évolution de la mentalité, évolution des mœurs, évolution simplement de la façon de vivre, qui n'était pas donc la même avant et aujourd'hui. Avec la prévention que nous faisons, nous, au niveau des écoles, par exemple, on amène les enfants à pouvoir libérer la parole. Et surtout dire aux adultes, il faut les écouter, il faut l'entendre. Ce n'est pas toujours évident pour un adulte d'entendre qu'un enfant a été maltraité, par exemple. On parle des difficultés des personnes victimes, mais les personnes qui recueillent cette parole-là peuvent être déstabilisées ou avoir une parole qu'ils ne devraient pas. Soyez vigilants par rapport au comportement de votre enfant, par rapport à ses paroles. Soyez prêts à accueillir cette parole-là. Je vis aujourd'hui, j'ai survécu, mais là aujourd'hui je vis parce que j'ai transformé toutes ces visions d'horreur que j'avais qui me plombaient carrément. Ces visions aujourd'hui me ramènent à ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis en train de raconter. Je vois que les gens, pour certains, me parlent, me racontent. Je crois que j'ai donné du courage à certaines personnes et ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Et de ce côté-là, ouais, je suis fier. Et mes enfants sont fiers de moi et ça, je suis heureux. Même si c'était compliqué, j'ai réussi à passer au-delà des suicides. Et vraiment, je remercie toujours ces personnes qui m'ont empêché de le faire. Ces personnes qui étaient là et qui m'ont dit « Mais arrête, est-ce que tu penses à ta vie? Est-ce que tu penses à ce que tu vas faire à ta famille ?» Même ça, cet instant-là, quand ils utilisaient ma famille, ce n'était pas vraiment les meilleurs arguments. Mais ils ont quand même réussi à m'entretenir. Et ça, c'est juste incroyable. Je leur dois ça. Même si ils trouvent que pour eux, c'est normal, mais non. Ils ont réussi à me maintenir en vie quand tout allait mal. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà.